j'ai essayé de les lancer et j'ai complètement pas réussi. Après ça, j'ai eu un immense burn-out et je me suis dit, je suis complètement terminé avec les technologies. Je vais déménager au Texas et je vais investir dans les immeubles et je vais manger du barbecue. J'ai rencontré peut-être 10-15 investisseurs dans cette période de temps et je leur ai dit, après notre rendez-vous, oui, je reviendrai pour mon deuxième tour des entretiens dans 3 semaines. J'ai ce date. C'est toi qui as cadencé, hein, c'est ça? C'est moi qui cadencé. Et ça, c'est le chose qui est hyper important pour créer les FOMO où le FOMO n'existe pas. Après avoir un rendez-vous avec quelqu'un, on va discuter qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les questions, comment on peut changer notre réponse. Ouais. Et ça, c'est vraiment la même façon qu'ils ont créé des technologies, on crée des pitchs. C'est vraiment iterative. Ouais. On a des feedbacks, on fait des changements, on a des feedbacks, on a des changements. Tu dirais que c'est plus simple d'être entrepreneur aux États-Unis? Je pense que c'est beaucoup plus simple. Aux États-Unis, on est plus riche et notre niveau des risques est différent. Je veux changer le point de vue d'être un entrepreneur et la mentalité des Français. Comment tu fais ça? Comment tu fais? Parce que ça paraît compliqué. Comment tu trouves des potes? Enfin, des potes entre guillemets, mais comment tu trouves ces gens-là, like-minded people, quand tu es en levée de fonds? Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias? On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment? L'objectif de ce podcast, vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Smith, serial entrepreneur américain. Salut Jérémy. Salut, comment tu vas? Super bien et toi? Je suis content d'être ici avec toi. Ouais, pareil. Jérémy, tu as passé les 10 dernières années à créer et à développer des startups aux États-Unis, dont plusieurs ont connu un succès retentissant. On peut en particulier citer Spot Hero, qui a levé plus de 100 millions de dollars et généré à date plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Tu as levé des fonds à de multiples reprises, souvent auprès de fonds d'investissement prestigieux. On peut citer Andreessen Horowitz, Silicon Valley Angel, Inside, 500 Startups. Des noms qui sont bien connus, même ici en Europe. Tu as également déjà fait 2 exits à ton jeune âge, dont une auprès d'une entreprise du Fortune 500, hein, c'est Coinbase, hein, sans la nommer. Avec ta dernière entreprise, Horizon H, tu t'es donné pour mission d'acheter les entreprises de logiciels établies en France ou en Europe et les aider à se développer aux États-Unis. Oui. À titre personnel, tu as une petite fille qui est franco-américaine et vous vivez avec ta compagne à mi-temps entre Paris et Austin, au Texas. J'ai envie de dire the best of both worlds. Oui, c'est la vérité. Ouais. Cher Jérémy, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu as des éléments à ajouter à cette bio, à cette présentation? À cette bio, peut-être je peux te dire un peu de mon parcours. J'ai né à Chicago et j'ai grandi là-bas. Quand j'étais jeune, j'étais toujours un peu le côté indépendant qui est bien pour les entrepreneurs, mais la chose qui est intéressante, mes parents, ils n'étaient pas des entrepreneurs. Donc, le commencement de le processus d'être entrepreneur était vraiment compliqué parce que j'étais vraiment nul et je savais pas du tout ce que je devrais faire, qui est vraiment cool. Je suis allé dans une université grande aux US, l'université de l'Illinois, où c'est dans le monde des startups, on est connu pour certaines compagnies, par exemple les fondateurs de YouTube, ils y étaient allés, Marc Andreessen, il y est allé aussi, et aussi Larry Ellison des Oracle. Donc, il y a vraiment un côté
important de mon université pour le Silicon Valley. On n'est pas très connu parce qu'on est au milieu de nulle part. Il n'y a que des champs de maïs autour de nous, mais c'est drôle. Et en fait, là-bas, j'ai étudié la finance qui n'a rien à faire avec une start-up, mais qui m'aidait aujourd'hui. Et en fait, j'ai lancé mon première société dans une période vraiment intéressante. J'ai terminé mes études en 2008 et à cette époque-là, c'était le fin du monde. On est d'accord. On était juste... au début de la crise, hein? Exactement, juste après la crise. Et toutes les sociétés, ils ont dit, c'est interdit de trouver des nouveaux talents. Et j'ai fait 60 entretiens, juste de trouver un seul métier, qui était un financial analyst pour Motorola, qui était vraiment populaire à cette époque-là. Avec les téléphones à clapet. Oui, exactement, pour le Motorola Razr. Mais j'ai passé un an et demi là-bas et c'était insupportable pour moi de rester en face d'un écran. C'est pas fait pour moi. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir vécu à Chicago à cette époque-là. J'ai vécu à Chicago à cette époque-là et j'ai eu un grand problème avec le parking. J'ai reçu $5,000 des amendes quand j'étais complètement broke. Et en fait, j'ai décidé, j'ai besoin de régler mon problème. Et j'ai décidé de lancer une compagnie qui est devenue Spot Hero, une grande compagnie aujourd'hui. Et ça, c'est mon histoire dans quelques minutes. OK. Donc, tu as eu ce problème de parking. Un grand problème. $5,000 quand tu es jeune, c'est un sacré problème. Et tu te dis, non, mais c'est pas possible quand on va régler cette histoire de parking. Ouais. Ça, c'est l'histoire de la première boîte. Du coup, déjà avec cette première boîte, vous avez levé des fonds. À quel moment ça s'est passé pour Spot Hero? Oui. À la fin, vous avez levé 100 millions, donc c'est une belle histoire. Et puis, c'est une boîte que tu as revendue. Est-ce que tu peux nous refaire un peu rapidement l'histoire de Spot Hero et des levées de fonds? Et puis après, on parlera rapidement aussi des autres boîtes que tu as montées. Oui, bien sûr. Juste très vite, Spot Hero, c'est une application 100% américaine pour aider des gens de trouver des parkings sur leur téléphone dans les garages pour un discount de 30-40%. Vraiment simple comme ça. Les 2 ans et demi, les premiers 2 ans et demi de la compagnie, personne voulait investir dans notre compagnie. Donc, on a eu besoin des bootstraps et trouver une façon d'avoir des chiffres d'affaires et d'être rentable. OK. Et le moment... Ça existe aux États-Unis, alors ça? Ça existe, mais juste pendant plusieurs années. Après ça, tout va changer. Et en fait, le moment pour nous de lever des fonds, c'était à la fin de le programme qui s'appelle Techstars. Est-ce que tu connais Techstars? C'est très connu, même ici en France. Très connu. Donc, on était dans un groupe des Techstars en 2010 à Chicago. Et la terminaison du programme était une présentation en face un groupe de 200 investisseurs dans le monde des venture capital. Et on avait tous les metrics, toute l'énergie, un très bon pitch, un bon orateur aussi. C'est sûr. Et on a réussi de lever le premier 2,5 millions de dollars. Qui j'imagine aujourd'hui est un peu plus de 2 millions à 0,5. Ouais. OK. Donc, première levée de fonds comme ça avec Spot Hero, et puis après, l'histoire de l'entreprise, s'accélère. S'accélère ou... oh non, continue, pardon. Non, mais... Et donc, du coup, c'est quoi la suite de l'equity story de Spot Hero et puis de son développement? Ouais, quelle est la suite? Après, on a levé de fonds pour la première fois. C'était la première fois où on peut vraiment trouver des gens talentueux pour nous aider à grandir. Ouais. On n'avait pas les compétences des marketing. On n'avait pas le temps de faire tous les customer success nous-mêmes. Et on a eu besoin de penser comment on peut processize le business pour grandir. Et en fait... Et la période après le premier levée des fonds, on a grandi dans le marché Chicago. On n'a pas ouvert des autres marchés. On a essayé juste de trouver des nouveaux clients
de continuer à grandir. Et ça continuait à réussir juste au point qu'on a levé la Série A. Et le Série A était un processus pénible. Le premier levée de fonds, ça a pris un bon 3 semaines. Première levée de fonds, 3 semaines, là où tu as levé 2,5 millions. C'était incroyable. On est allé dans Silicon Valley. Tout s'est passé très vite. Le prochain levée de fonds, ça a pris 6 mois et j'ai perdu ma tête, ma santé, mes amis. C'était complètement horrible. La compagnie était presque morte, mais on a réussi. Et après le Serie A, ça c'est quand on a décidé d'ouvrir des autres marchés. Et la compagnie a commencé vraiment à grandir. Ouais. Ok, et donc du coup, c'est une boîte qui a continué à se développer. Après, vous avez fait une série B. C'est quoi les montants? Donc, série A, vous avez levé combien auprès de qui? On a, dans le premier levé, c'était 2,5. Le prochain série A, c'était 4,5. Ou 5 en total, entre les deux. Série B était 20. Série C était 50, je pense. Et il y avait un... oh non. C'était... le série C était entre 30 ou quelque chose comme ça. Et série D était 50. Waouh, vous êtes allé jusque-là. Ouais, exactement. Donc vous êtes allé vachement loin dans l'événement. Oui, mais je suis parti juste avant la série B. Avant la série B ou D? Avant la série B. Avant Donc, la série B. Je n'étais pas en partie des autres levées de fonds. Ok. Ouais. Tu as pris l'occasion pour sortir de la boîte et monter une autre boîte juste après, c'est ça? Oui, de trouver mon chemin dans la vie, d'expérimenter des choses un peu différentes, oui, de prendre des risques. C'est intéressant. Et du coup, à ce moment-là, tu as revendu tes parts à des investisseurs qui sont rentrés? Oui, exactement. Mes shares, par exemple. Ouais, ça c'est comment j'ai attendu le point d'avoir une sortie. Parce que j'ai vendu plusieurs fois mes shares aux insiders, des gens qui voulaient investir dans la compagnie. Donc, tu as vendu une partie en série B et puis après, tu as continué à vendre sur les rounds d'après? Ouais, j'ai vendu une partie entre série A et série B, à série B, à série C, entre série C et D et après série D. Wow! C'était 5 fois différent. Donc, pour les gens qui veulent savoir le processus, ceux qui sont dans une situation de vendre dans un marché secondaire comme ça, juste trouver mon contact, et on peut discuter. Je vais vous aider. Ah ouais, là je pense que là tu as mis des étoiles dans les yeux d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont envie après des années d'entrepreneuriat, de récupérer un peu de cash et de sérénité. Ouais, ça, en fait, ça change la vie. Et il y a beaucoup de gens, des entrepreneurs, je pense, qui ne réalisent pas juste une petite quantité de cash peut tout changer et tout des risques. Il y a plein qui décident, non, je vais continuer avec mes shares investis et à la fin, ils n'ont rien. Ouais. Et c'est complètement catastrophe quand ça se passe. Et donc, du coup, là, tu te lances dans un nouveau challenge. On est en quelle année à ce moment-là? Le nouvel business. Au moment où tu sors de Spotify en série B? Oh ouais, je suis sorti en 2015. 2015. Il y a presque 10 ans. Presque 10 ans. Oh là là, incroyable. Ça ne nous rajeunit pas, cette histoire. Ouais, j'ai perdu un peu de cheveux depuis là, mais c'est pas grave. Mais tu as gagné des muscles, c'est sûr. Non, en fait, j'ai perdu des muscles. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Mais merci pour les compliments. Et donc, du coup, tu décides de te lancer directement dans l'entrepreneuriat? De lancer un nouveau projet après. Où j'ai essayé. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis allé à San Francisco et j'ai complètement pas réussi. Je veux vraiment dire I failed. Vraiment, pour le faire. J'ai essayé toute seule de lancer des nouveaux startups avec des idées complètement bêtes. Et c'était une période de ma vie vraiment, vraiment dure. Donc,
j'ai essayé de les lancer et j'ai complètement pas réussi. Ok. Est-ce que tu dirais que c'est l'écosystème sur place qui t'a pas correspondu? T'étais pas dans le monde mindset? T'étais persuadé d'être le roi du pétrole? I don't know. C'était plusieurs choses. Le premier était, mon processus était complètement catastrophe. Mm-hmm. J'ai passé toute ma vie, j'ai passé tout le temps à moi-même des pensées et pas d'essayer des idées. Ok. J'étais tout seul et mon personnalité, c'est pour travailler avec des gens. Quand je suis le côté juste avec moi-même, je ne suis pas très enthousiaste. Je passe plus de temps de me reposer. Je suis pas très motivé. Mais quand il y a quelqu'un à mon côté, je suis complètement différent. Ouais. Donc tu te nourris de l'énergie de l'autre et c'est ça aussi qui te permet de générer l'énergie. Exactement. Et l'autre chose d'être honnête, c'était la raison pour laquelle j'ai eu besoin de sortir, de partir de mon première société. C'était à cause de la relation entre moi et mon cofondateur. On s'est entendu plus. On s'est entendu plus. Et pour cette raison, je me suis dit, j'ai besoin de quitter Chicago, j'ai besoin de trouver un chemin moi-même. Et j'ai décidé de lancer un nouveau startup pour toutes les raisons mauvaises. Et en fait, ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire à cette époque-là. J'étais vraiment perdu. Et c'était une très mauvaise idée d'essayer de lancer un nouveau startup. Tu n'étais pas prêt à ce moment-là. Mais malgré tout, au sorti de cette période, tu montes une nouvelle boîte. Alors, comment ça s'est passé, quoi? Enfin, comment tu as réussi à rebondir et quelle est la boîte d'après? Ouais. La boîte d'après était un peu intéressante. Mais un de mes très bons potes, un hyper talentueux entrepreneur, ils ont créé un outil et c'était dur pour eux de trouver product market fit. Et ils ont réalisé, on a besoin de pivoter et on va perdre tout l'argent. Il m'a dit, est-ce que tu veux être un cofondateur? Et on va essayer de trouver un nouveau business ensemble. Je me suis dit, oui, mais je vais déménager à New York. Si tu veux venir à New York avec moi, on peut le faire. Donc, il a décidé de déménager à New York avec moi. Et on a passé une année et on a testé presque 15 business et des idées différentes dans chaque industrie. Et c'était la plus grande catastrophe de ma vie. Wow. Parce que rien n'a réussi. On a utilisé un processus hyper mal. Et après ça, j'ai eu un immense burn-out et je me suis dit, je suis complètement terminé avec les technologies. Je vais déménager au Texas et je vais investir dans les immeubles et je vais manger du barbecue. C'est vraiment dans un ordre comme ça. Il me faut du barbecue. Oui, bien sûr, on a des très bons barbecues au Texas. C'est ça, tout le monde a besoin de barbecue, quoi. Ouais, I don't know. Ouais, ça, c'est peut-être... je plaisante un peu, mais c'est plus pour la chaleur au Texas. Ouais. Et bon, et malgré tout, après, tu as réussi à monter de nouvelles boîtes qui ont marché. Exactement. On est d'accord. Parce que si on en reste là, on se dit, attends une seconde, il a eu de la chance, beginner's luck sur la première boîte, et après, le franglais, et après, il n'a fait que rater, mais en vrai, non, t'as réussi à rebondir. Ah oui, c'est vrai. Et la raison pour laquelle on a réussi pour le vendre, c'était 100% des 1 personne. À cette époque-là, pour Coinbase, le CTO était un mec qui s'appelle... Attends, mais du coup, on ne sait pas quelle boîte tu as vendue. C'est quoi cette nouvelle boîte que tu as pu vendre à Coinbase? C'était Blockspring. OK. Et on était acheté juste pour notre talent. OK. Ils ont acheté l'équipe, c'est ça? Exactement. Pour mes 2 cofondateurs. Et ils ont décidé, oui, ils sont vraiment talentueux, mais Jérémy, il n'y a pas de place pour toi. Et je leur ai dit, c'est super, je n'aime pas beaucoup San Francisco et je n'aime pas beaucoup les crypto-monnaies, donc j'ai décidé, oui, Texas all the way. Il manquait ce petit élément de biographie sur cette boîte-là qui a été revendue à Coinbase.
Jérémy, on se connaît un peu et je sais que t'es vraiment un fou de process. Parmi les questions que j'ai envie de te poser et qui vont, à mon avis, vraiment intéresser les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quel process tu utilises lors des roadshows pour les levées de fonds. Ouais. Savoir un peu comment tu t'organises, quoi. Ça c'est la partie. J'espère que tout le monde ils vont concentrer ici parce que c'est hyper important. Le processus va déterminer le résultat 90% du temps. Comment ça marche? Je vais vous donner un exemple avec Spot.Hero. Spot.Hero, on est un marketplace business. On a des inventory, on a des parkings, des garages et on a des utilisateurs. On est vraiment B2B2C. Pour commencer le processus, je me suis dit, quelles sont toutes les autres compagnies qui ont réussi, qui ont plus ou moins le même type de business comme nous. Ils sont dans le monde des navigations, ils ont un marketplace, Uber, Airbnb, tous ces Priceline, Expedia, tous ces types d'entreprises. Des entreprises. Et j'ai cherché qui étaient tous les investisseurs qui ont comment dit-on qui ont l'idée. Ouais. Qui ont l'idée, leur série C, série A. Et j'ai créé une liste peut-être des 30 sociétés. Et peut-être ils étaient des business angels dans leur première round. Et après ça, j'ai fait une organisation. 3 niveaux. 1, 2, 3. Niveau 1, c'est les fonds d'investissement le plus intéressant pour nous. Avec une belle norme, avec un partenaire qui est parfait pour nous. Et les choses qui sont importantes, c'est pas nécessairement juste le nombre des fonds, c'est le partenaire qui travaille là-bas. Par exemple, ça peut être un fonds qui n'est pas très connu, mais peut-être le partenaire, il a un parcours qui est exceptionnel et c'est plus important de trouver cette personne. Donc, j'ai créé 3 types des tiers, des tranches. Et 1, 2, 3. Okay. Comment tu fais ta due deal sur les partenaires? Comment tu sais que ce partenaire, il est exceptionnel et tu vas absolument bosser avec lui? C'est pas nécessairement évident au début. Si tu connais des gens en commun avec eux, tu peux les demander. Mais normalement, ça va arriver quand vous êtes face à face, vous faites la première vision. Mais je commence avec les 3 tranches. Et la première conversation que j'essaie d'avoir sont avec les tranches 3. Ça, c'est les investisseurs où je ne suis pas très grand fan. Et je peux pratiquer mon pitch avec eux et recevoir des feedbacks. Donc, vous allez commencer avec eux et vous allez continuer à améliorer le processus, le pitch deck, de recevoir le feedback, créer des slides pour ça. Et en fait, vous allez avancer sur le niveau 2 et le niveau 1. Et quand vous allez arriver à niveau 1, vous êtes vraiment prêt. Ok, j'adore. Donc, cercle 3, c'est pour s'entraîner, pour se mettre au niveau, pour se faire la main d'une certaine façon. Et en fait, s'il dit non, c'est pas grave. Tu peux faire n'importe quoi. Ok, cercle 2, on devient plus sérieux et il y en a un certain nombre qui nous intéressent vraiment, mais on continue en fait de faire ce training-là avec un peu la second league, en tout cas dans le ranking, dans la hiérarchie qui est la nôtre. Exactement. Et par contre, quand on arrive sur le cercle 1, là, qui sont vraiment les gens qu'on va avoir, on est chaud, quoi. On est prêt. On est hyper chaud. C'est la Ligue des Champions, quoi. Ouais, exact. Ils sont vraiment le Jérémy Navon du monde. Ils sont le gratin. Le gratin. Ok, donc ça, c'est vraiment sur cette façon d'organiser le roadshow avec les mais ça, c'est juste le début. Mais bien sûr, on aimerait en savoir plus. Alors, quelles sont les autres choses qu'on peut penser, qu'on peut organiser pour être top, quoi, pour être prêt? Oui. Pour être prêt, il faut avoir un type de CRM. Ça peut être vraiment juste un Google Sheet avec tous les normes, les interactions aussi. Tu as besoin de créer un bon pitch deck. Et aux US, il y a certains sites web qui vont décrire le structure pour ça. Et avoir aussi un data room. Un data room, c'est juste un endroit où les investisseurs peuvent vraiment voir toutes les métriques importantes pour le business parce que c'est
pour nous comme des entrepreneurs, c'est à nous de faire toutes les choses vraiment faciles pour les gens de dire oui ou pas. Et ça, c'est les choses qui sont importantes. Mais comment je fais des choses, je ne suis pas le plus grand fan des pitchs sur Visio, surtout pour les entrepreneurs français qui ne parlent pas parfaitement anglais, parce que tu veux avoir la première impression d'être super avec les fondateurs, avec les investisseurs. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai organisé les tranches 1, 2, 3 par région et je me suis dit, OK, pour les niveaux 3 et 2 et 3, ils sont à San Francisco. Dans mon emploi du temps, je vais bloquer cette semaine à San Francisco, je vais bloquer la prochaine semaine à Chicago, la troisième semaine à New York, juste pour créer le FOMO, the fear of missing out. Et ce que j'ai fait, un mois avant d'aller à San Francisco, par exemple, j'ai commencé à créer demander mon réseau et des autres pour la mise en relation avec ce type de VC. Et je leur ai dit, oui, je suis le fondateur des Spartero. Ici, les metrics, on est vraiment comme ce type de compagnie que vous avez fondé le passé. Je serai à San Francisco, ce date, et mon emploi de temps est presque plein. Si tu veux du temps, j'ai ce jour ou l'autre et vous allez me dire. Ouais. Vraiment, juste créer. Il faut les pousser juste d'avoir... Il faut ce FOMO, quoi. Exactement. Il faut qu'ils se disent c'est maintenant ou jamais. Ouais, exactement. Et si vous dites, oui, je serai à San Francisco... je suis disponible tout le temps. Pourquoi ils veulent parler avec vous? Ouais. Et pour moi, j'ai créé le FOMO et ça crée un emploi du temps dans chaque ville où j'ai rencontré peut-être 10, 15 investisseurs dans cette période de temps et je leur ai dit, après notre rendez-vous, oui, je reviendrai pour mon deuxième tour des entretiens dans 3 semaines. J'ai ce date. C'est toi qui as cadencé, c'est ça. C'est moi qui cadencé. Et ça, c'est le chose qui est hyper, hyper important. C'est le travail pour les PDG pour gérer ce processus et pour créer les FOMO où le FOMO n'existe pas. C'est ça. C'est à vous de créer ce FOMO, c'est à vous d'imposer ce rythme-là si vous voulez que ça avance, quoi. Ça, exactement. Et je prends ce type de mindset dans chaque conversation avec les investisseurs. Pour eux, je veux qu'ils réalisent, mince, si je ne fais pas ce type d'investissement, je vais perdre mon opportunité. J'adore. Ouais. Une des questions qui revient souvent chez les startups que j'accompagne, c'est est-ce qu'on doit dire à un investisseur qu'il y a un autre investisseur qui est prêt à investir alors qu'on ne sait pas si c'est vraiment le cas? Est-ce que toi, tu disais, il y a un tel qui investissent alors que tu n'étais pas certain, ou non, ça c'est une ligne rouge à pas franchir? Juste pour donner le nom des gens qui peut-être vont investir, ouais. Comment je vais penser de ça? Comment j'aime bien d'être honnête tout le temps. Et ce que je veux faire, je peux dire quelque chose comme ça. On est en train d'avoir des conversations avec des fondateurs très connus en France qui, je pense, vont aider beaucoup la compagnie, Je peux partager leur contact avec vous si il dit oui ou pas. Et juste, je vais être un peu plus opaque. Je ne suis pas sûr quelle est la traduction de ça. Opaque. De ça, mais aussi si quelqu'un va dire oui, je vais investir avec vous, je vais leur dire est-ce que c'est possible de partager cette information avec des autres. Et normalement, ils vont dire oui. Et en fait, pour les entrepreneurs, une des choses hyper importantes, le moment où un investisseur va dire oui, je vais investir avec vous, vous allez dire oui, c'est super. Vous allez investir combien? Et fermer la bouche. Ils vont dire 100 000 euros, par exemple. Super. Et quelles sont les prochaines questions que vous allez poser? Sera, quels sont les autres investisseurs qu'on devrait parler avec? Ou qui vous aimez investir avec? Ouais. Et la raison pour laquelle on fait ça, les investisseurs,
ils ont leurs amis, c'est une bonne activité pour eux d'amener leurs amis dans un deal. Et en fait, le moment qu'ils disent oui, je suis un parti d'équipe, ils ont décidé, je veux t'aider. Ouais. Et dans ce moment, ça c'est une hyper bonne opportunité pour les entrepreneurs de demander eux pour les mises en relation avec des autres. C'est ça. Exactement. En général, ils veulent ramener leur crew et d'une certaine... Ils vont ramener leur crew. Exactement. Exactement. Ça, c'est comment ça marche. Ok. Ouais, ça, c'est vraiment un bon type. Est-ce que tu dirais qu'il y a un bon moment pour lever des fonds? Pour un business ou juste dans l'année, s'ils décident on va lever des fonds? Alors ça, c'est intéressant aussi, dans l'année. Dans l'année, il faut éviter certains... On va commencer avec la mentalité des Charlie Munger. Qu'est-ce qu'on a besoin d'éviter au début et on va discuter le reste après. Mm-hmm. Il faut éviter les périodes de temps où vous allez perdre le momentum. Par exemple, chaque personne en France savent que les Français, ils sont partis au début août ou peut-être à moitié juillet jusqu'à peut-être fin août, au début septembre. Donc, ça veut dire que si vous allez commencer le processus, ça va prendre peut-être 3-4 mois en total, 3 mois après le premier email pour trouver des investisseurs dans l'emploi du temps. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de faire des mathématiques. Moitié juillet, 4 mois avant ça, peut-être. C'est ça, mi-juin, mi-mai, mi-avril. Vous allez besoin de commencer mi-mars. Ou début mars, ouais. Exactement. Si vous dites, oui, je vais commencer à lever des fonds en mai, ce que va passer, vous allez commencer à avoir des partner meetings en août et ils vont décider de venir en vacances. Vous allez perdre tout le momentum, tout le FOMO. Tout le FOMO. Et le tout le rythme est mort. Donc, vous avez la période entre janvier et peut-être avril pour lever des fonds et peut-être au début septembre. Ouais. Ça, c'est les deux périodes. Et si vous allez commencer en septembre, ça veut dire que vous avez septembre, octobre, novembre et mi-décembre. Max. Donc, je vous conseille, pour moi, j'ai toujours essayé de préparer toutes mes affaires, juste de commencer le 2 janvier. Le 2 janvier. Le 2 janvier. De commencer d'envoyer des invitations à tout le monde. Et ça donne... Et en fait, comme ça, tu sais que tu as une période qui... En fait, c'est la période la plus longue. C'est là où tu as le plus de temps, quoi. Exactement. Et parce que de temps en temps, vous allez avoir une série des Spatiro où ça va prendre 6 mois pour signer ou pour fermer. Et comme PDG, votre but, c'est pour assurer que le business va continuer, va continuer, exactement. Ouais. C'est intéressant. Ce que tu me dis, c'est que si tu n'avais pas commencé en janvier pour la série B de Spot Hero, la série A de Spot Hero qui a pris 6 mois, si tu n'avais pas commencé en janvier, bah, tu te serais... Ça pouvait être une grande catastrophe. Ouais. Tu te retrouves pendant les vacances à pas savoir si ça signe ou pas, et à la rentrée, c'est trop tard. Ouais, mais la différence... C'est qu'aux États-Unis, on prend pas 2 mois de vacances. Le mois d'août est plus ou moins le même qu'en France, mais au moins, vous allez recevoir des réponses des gens. Mais avec les Français, c'est complètement interdit, comme ma fille. Interdit! C'est quoi les métriques les plus importants à partager et potentiellement, ça peut être intéressant de savoir aussi si dans un cadre américain, c'est différent d'un cadre français. Pour toi, c'est quoi les key metrics vraiment que tu travailles à fond pour faire ces levées de fonds le plus rapidement possible? Ça dépend 100% le type de business. Par exemple, Spot Hero, on était en marketplace business. Et dans le monde des marketplace business, il y a 2 positions. Il y a position 1 et position 2 à la fin. Imagine la différence entre Uber et la différence entre Lyft. Quelle est la différence? C'est Uber a le market capitalization 10 fois plus grande que Lyft. Donc, pour ce type de business, une seule chose qui est importante, la croissance. Parce que si tu es dans la première position, vous allez capturer 80% plus de market share et la valeur des marchés. Pour cette raison, pour nous, qu'elles étaient importantes?
c'était le GMV, Gross Market, GMV, pourquoi j'ai oublié, c'est top line revenue. OK. On était concentré avec net revenue, c'était le parti, après on a payé les garages pour leur portion. Et un autre qui était hyper important pour les business des marketplaces, c'est the cohorts. Ouais. Alors, c'est quoi les cohorts? Le cohorts, imagine, c'est vous allez trouver des nouveaux clients chaque mois différent. Et le produit va continuer à améliorer dans cette période de temps. Et le cohort, c'est vraiment juste un groupe qui vous avez trouvé dans une période de temps. Et comment ils ont acheté votre produit pour leur lifetime, pour leur, leur durée de vie. Pour leur durée de vie, par exemple. Pourquoi ça, c'est important? Les VC et les entrepreneurs aussi, ils veulent voir, oui, notre cohorte, ils sont en train d'améliorer. Ça veut dire que s'ils dépensent $100 dans le premier mois, on va récupérer $60 pour le reste de leur vie. Et si ça augmente à $100, $110, ça veut dire que chaque nouveau client est en train de dépenser plus et plus. Et la croissance n'est pas juste les nouveaux clients, mais c'est tout le reste de leurs achats pendant leur période de la vie. Et aussi, c'est important pour un business de voir est-ce que vous allez tout perdre à un point ou est-ce qu'ils vont continuer juste à dépenser en quantité pour for a period illimité. Et ça, c'est hyper important parce que ça va dire quelle est la valeur des entreprises dans le futur. Ça, c'est les 3 métriques les plus importantes pour un marketplace business comme la nôtre. Ce que j'ai bien compris, et c'est intéressant, cette première partie d'entretien qu'on a eu ensemble, elle est éminemment intéressante parce que souvent, on a l'image du repeat entrepreneur, un peu super-hero, tu vois, qui a un premier business, grand succès, et puis après, il y a que des succès tout au long de la vie de l'entrepreneur, et tu nous as dit que c'était pas le cas. Il y a eu des doutes, il y a eu des questionnements, il y a eu différentes équipes, il y a eu différents business, il y a eu plein de succès, mais c'est parce que tu t'es aussi beaucoup mis en danger. Et puis même dans les levées de fonds, ça a été, vous avez eu même pas de la chance au début, parce qu'il y a eu 2 ans et demi de bootstrap avant Techstars et avant cette première levée, donc c'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est quoi, si on doit résumer un peu, c'est un peu plus de 10 ans d'entrepreneuriat qui sont les tiens, les principaux challenges, les principaux défis que tu as rencontrés, en particulier dans ces phases de croissance de l'entreprise qui ont nécessité d'aller chercher de l'argent. Tu veux comprendre le plus grand défi pour le business dans ma vie pendant les dernières 10 ans? Moi, je trouve que les deux sont intéressants. Tu vois, toi à la fois en tant que businessman et cofondateur à la tête de ces entreprises sur ces périodes clés stratégiques. Et puis, c'est vrai que l'aspect personnel, il est aussi éminemment intéressant. Quand je réfléchis pour ces fondateurs ici, la plus grande chose, la chose la plus importante, c'est d'être sûr que le business va continuer demain. Et quelles sont les choses qui vont tuer le business? C'est le manque d'argent et aussi les relations avec des cofondateurs, par exemple. Et le défi le plus dur, c'était comment gérer les relations entre les cofondateurs. Et la raison pour laquelle on était vraiment jeunes, on avait d'argent pour investir, on avait les VC qui nous avons poussé très, très fort. Et en fait, quand je réfléchis dans cette période de temps, mes émotions n'étaient pas prêtes pour ce niveau de tension. Et ça a créé beaucoup de tensions aussi entre moi et mon cofondateur.
Et on a arrivé à un point où la relation était vraiment cassée. Et ça a créé un risque pour le business. Donc, je conseille les fondateurs qui sont dans la même position vraiment d'avoir un business, it's almost like un job description, des responsabilités entre les deux cofondateurs, 3 ou combien, et d'être dans la même page à l'écrit sur les responsabilités de chaque personne et comment on va définir s'ils ont réussi ou pas. Parce que ça va créer l'espace pour les entrepreneurs de travailler ensemble comme une équipe. Dans l'autre monde, si vous n'avez pas ça, vous allez continuer à avoir des tensions. Et ça peut tuer une entreprise. Est-ce que tu recommanderais du coaching Absolument. Absolument. Ouais. Si vous pouvez chercher un coach qui peut vraiment juste créer des liens, des communications entre vous deux, vous 3, vous 4, hyper important. Ok. Et toi, c'est quelque chose, selon toi, qui doit se faire en amont, par exemple, des phases de levée de fonds, pendant les phases de levée de fonds, tout le temps, en fil rouge? Oh, pour le coaching? Ouais. Tout le temps sera parfait, mais pourquoi pas? Je vois pas le risque pour le faire. J'imagine au moins 1 heure chaque mois, juste avoir une discussion comme ça. Il y a certains teams, des équipes où c'est pas nécessaire. Par exemple, entre moi et mes 2 derniers cofondateurs, on est super bons amis, on communique très bien ensemble et j'ai pas eu le besoin pour le faire et on a vraiment des temps pour le one-on-one direct où on partage vraiment les problèmes entre nous. Mais je peux imaginer quand on va grandir et le niveau de stress va augmenter, ça sera une super bonne opportunité. Je peux me permettre de rebondir là-dessus. C'est souvent aussi une question qui est posée par les entrepreneurs qu'on accompagne. Quand vous êtes allé lever des fonds sur les différentes boîtes, est-ce que tu y as été seul? Est-ce que vous avez toujours été en team? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un système de sparring partner? Est-ce que vous partagiez les invests? C'était quoi les stratégies que vous avez développées? Ça dépend de l'équipe. Parce que de temps en temps, ça va être juste une seule personne qui peut le faire parce que ils sont le PDG, les autres fondateurs sont 100% de technologie et des tests pour le faire. Pour moi, j'ai toujours eu un associé qui était dans le côté business et ils étaient vraiment forts. Et le processus qu'on a utilisé, c'était vraiment dans les rendez-vous face à face, on était toujours, quand c'était possible, on était 2 personnes ensemble. Et la raison pour laquelle on a fait ça, on a 2 personnalités différentes. Il y a des temps en temps où c'était moi qui ai créé la connexion avec l'investisseur et des autres temps où mon associé avait des meilleures relations avec une meilleure connexion avec l'investisseur. Et dans cette période, ça a déterminé la direction pour la conversation. Et aussi, quand vous avez 2, il y a certains autres avantages. Quand quelqu'un est en train de discuter un sujet qui est off-piste, on peut vraiment vous taper l'autre. Je peux pas te dire combien de fois j'ai fait quelque chose comme ça, un petit tape sur le jambe, juste pour dire ton sujet. Non, c'est pas bien. On va éviter. Je peux les interrompre si je réalise qu'on est off-piste. Et la troisième chose qui est importante, après avoir un rendez-vous avec quelqu'un, on va discuter qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les questions, comment on peut changer notre réponse. Et ça, c'est vraiment la même façon qu'ils ont créé des technologies, on crée des pitchs. C'est vraiment iterative. On a des feedbacks, on fait des changements, on a des feedbacks, on a des changements. Et à la fin, on est presque pour le tier 1 et on va les conquérir. Je comprends, c'est intéressant. C'est-à-dire que si l'autre cofondateur est dans la salle, tu as quelqu'un qui t'observe pendant que tu prends la parole et il est capable de te faire un feedback à chaud en disant « Ok, ça c'était bien, ça c'était pas bien » et réciproquement. Alors que quand tu es seul, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la distance nécessaire pour toi-même t'améliorer, quoi. Exactement. Et ça a aussi créé des confiances dans l'investisseur de voir on a une diversité des talents et les 2 ils sont vraiment efficaces.
ça veut dire que, oui, la compagnie est... ils vont être efficaces aussi. Il y a une autre chose qui est un bon... How do you say? A trick? Ouais, on peut... Que les fondateurs peuvent faire. Une astuce. Comment? Une astuce. Une astuce que vous pouvez faire. Si vous avez un bureau, par exemple, vous pouvez inviter les investisseurs chez vous, juste parce que ça crée... Parce que normalement, ils sont toujours dans leur bureau, et c'est toujours la même chose. Ils sont dans une mentalité. Et le second, ils voient, c'est vraiment une équipe ici. Oui, les gens, ils communiquent bien ensemble. Oui, je l'aime bien, l'atmosphère ici. Le café est bon, le thé est bon. Oui, exactement. Ça vraiment va changer leur point de vue. Et en fait, vous avez tout ce type de tricks. D'astuces. Des astuces pour utiliser. Ouais. Et puis, effectivement, du coup, si les autres les appliquent pas, ça fait que vous êtes différent aussi, quoi. Ça vous différencie des autres entrepreneurs qui Exactement. Et vous avez besoin de différencier vous-même. Ouais. C'est selon quels critères tu choisis tes invests? C'est une très bonne question. La première, c'est bête de dire, mais la première, est-ce que vous avez d'argent? Non, tu rigoles, mais de temps en temps, vous allez trouver des investisseurs qui ont une idée qu'ils veulent lever un fonds et ils veulent présenter une opportunité à leurs investisseurs. Une des raisons dans notre série A, pourquoi ça n'a pas marché, le mec, il n'avait pas d'argent. Ah ouais. Et on savait ça, et pour cette raison, on a trouvé un backup. Donc, il n'a pas réussi. On a dit, au revoir. Et on a trouvé, et on a décidé. Vous aviez déjà le backup, vous aviez déjà le plan B. Et sinon, ça aurait pu faire capoter toute la levée, quoi. Exactement. Et le business sera mort. Et ça, c'est la première chose que vous avez besoin d'éviter comme un entrepreneur. Ça, être sûr qu'il a d'argent, qu'il a le pouvoir d'investir chez vous, on peut dire ça. Exactement. Qu'il a suffisamment de pouvoir au sein du fonds pour convaincre les autres partenaires vraiment de mettre l'argent, quoi. Exactement. Quelles sont les autres choses? Est-ce qu'ils ont... c'est pas nécessaire dans un ordre, mais pour nous, on voulait avoir un certain nombre des plus grands fonds. Des grands fonds, ouais. Et la raison pour laquelle on a décidé de faire ça, on a réalisé qu'on va lever Round 1, Series Seed, Series A, Series B. Et il y a certains groupes qui vont décider, oui, je vais investir 1 million ici et on verra pour le futur. Ouais. Peut-être on va faire un prorata, on va lead le prochain round. Et c'était important d'avoir ça. Pour moi, pour le Series Seed, c'était toujours important d'avoir des vrais opérateurs. Des gens vraiment comme moi qui ont lancé une startup qui est un peu identique de la mienne, qui ont réussi, qui peuvent vraiment nous aider juste avec les problèmes qui se passent jour à jour. Ouais, au quotidien. Donc, en gros, des entrepreneurs qui ont fait des exits, qui sont devenus business angels et qui sont capables de t'aider vraiment sur eux. Mais c'est pas nécessaire d'être entrepreneur, mais ils ont besoin d'avoir un peu les compétences d'être operator. OK, operating. Exactement. So, on a un mélange des petits operators plus grands fonds d'investissement. Et aussi, l'autre critère qu'on cherche, c'est des gens qui ont voulu travailler avec. Avec qui vous voulez travailler, ouais. Tu ne peux pas choisir des investisseurs juste à cause de l'argent. Ouais. Et si tu décides de prendre... j'ai travaillé avec certains investisseurs, pas dans la capacité des tech startups, mais des autres investissements dans les immeubles, par exemple, avec des gens où le sentiment n'était pas le meilleur. Ça va terminer avec une catastrophe. Ouais. Je te jure. Donc vraiment avoir des gens avec lesquels tu es aligné en termes de valeurs et avec lesquels tu veux vraiment travailler, quoi. Ouais, et ça c'est la raison qu'on a des potes. On a juste, on partage un peu de le même parcours, on s'entend très bien, et c'est vraiment juste de parler avec mes meilleurs amis, avec toi ici. Mais comment, alors du coup, comment tu fais ça? Comment tu fais? Parce que ça paraît compliqué. Comment tu trouves des potes entre guillemets, mais comment tu trouves ces gens-là, like-minded people, quand tu es en levée de fonds?
comment tu vas les identifier? Comment tu les trouves, ces gens-là, tu vois? OK. Par exemple. Et comment t'es sûr que, au-delà de la façade, du premier rendez-vous, les mecs, en fait, ils vont être, they're gonna have you back? Il y a des certains, how do I say this? There's certain learnings. Il y a certains apprentissages qu'on peut toujours prendre dans le monde des dating. Mm-hmm. Ah, on est d'accord, hein? Ça revient toujours à ça, hein? C'est toujours dating. Et en fait, un de notre meilleurs investisseurs qui était le chef des Techstars Chicago à cette époque-là, était un mec qui s'appelle Sam Yegan. Il a commencé à OkCupid. Il était le PDG des match groups. Donc là, on est vraiment dans le dating au sens strict du terme. Exactement. Et j'avais 100% confiance en lui. Et je lui ai dit pour dire quels sont les investisseurs que tu as confiance avec, qui sont les meilleurs. Et il m'a présenté un gars qui j'adore, qui s'appelle Tom. What's Tom's last name? Tom des Headlines. Il est le fondateur des Headlines. Qui est un fonds d'investissement qu'on connaît bien aussi à Paris. Exactement. Ils étaient E-Ventures à cette époque-là. Mais c'est un fonds allemand, c'est ça? Oui, et Tom, il est allemand aussi. Il m'a dit, ça, c'est le mec le plus intelligent. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Sam était raison. Parce que j'adore Tom et leur équipe est exceptionnelle là-bas. Donc, tu m'as posé la question, comment tu peux trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs. C'est vraiment avec des mises en relation, des gens que tu déjà connais, que tu penses sont les grattants de ton réseau. OK, c'est intéressant. Donc, tu disais, en fait... Tom Gieselman. Pardon, tout le monde. Tom Gieselman, ce mec, il est incroyable. Donc, c'est intéressant. Tu faisais le parallèle avec le dating. C'est-à-dire, c'est des gens que tu daterais... ou en tout cas, avec lequel tu es content d'aller prendre une bière, aller faire un basket ou autre. Oui, tu vas demander à tous tes potes qui est-ce que je devrais rencontrer. Et c'est vraiment... Et le niveau, la probabilité pour ça de réussir va augmenter plusieurs fois juste à cause d'avoir quelqu'un en commun qui connaît les deux personnes. J'aime bien, on se connaît un peu Jérémy, et effectivement, ça c'est vraiment ta question. Tu vois, c'est selon toi, je devrais en rencontrer qui? Et cette question-là, je pense que ça doit vraiment devenir une question que les entrepreneurs français s'approprient. Okay. Quand vous aimez quelqu'un, que vous avez une bonne relation avec lui, vous pouvez lui dire, selon toi, je devrais rencontrer qui? Exactement. Et en fait, je pense que dans la mentalité pour les entrepreneurs français, ils ont un peu peur de faire ça. Mais il y a des gens comme moi, une des choses qui j'adore le plus, c'est pour créer des mises en relation avec des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je crée une énergie après avoir fait ça. Et ça crée un peu de karma aussi. Et j'ai trouvé dans ma vie de créer des connexions et des mises en relation avec des gens. C'est une des meilleures parties de ma vie. Et si plus de monde m'a demandé pour certaines mises en relation, je vais le faire dans un instant. Pour ceux qui savent ce que c'est, hein, tu fais des chidours. Exactement. Là, on est dans la culture, entre autres, est-américaine. Jérémy, parfois, ça se passe super bien. Tu rencontres un super investisseur, ça match, ça devient ton best friend. Et parfois, il ne faut pas se leurrer, on en a parlé, ça se passe pas bien. Même parfois, même très mal. C'est quoi ton souvenir de pire rendez-vous investisseur? C'est encore clair. 12 ans après. On a déjà discuté, mon ami Tom Gieselman des Headlines, et je me souviens d'être dans son bureau. Il était dans un étage très élevé dans le Transamerica Pyramid. C'est le bâtiment le plus connu à San Francisco. Peut-être le 50e étage ou quelque chose comme ça. Tom, ce mec, il est grand. Il est plus de 2 mètres. Ah ouais? Ouais, non, je ne suis pas sur 6 foot. He's a 6'4". So il est grand. Il est grand. Il est grand, beaucoup plus grand que moi. Et on était vraiment dans un canapé petit et il était dans son chaise élevée. Donc, c'était vraiment juste de parler avec mon père. Et je me souviens,
il a vu les métriques. Il m'a dit, oui, le dernier mois, vous avez perdu des chiffres d'affaires. Pourquoi ça s'est passé? Et j'ai vu le visage de mon cofondateur. Et j'ai fait comme ça. Je ne suis pas sûr. Je suis désolé. J'ai dit, je suis désolé. I'm sorry. À cet investisseur. Il n'était pas encore investisseur chez toi. Hein? Il n'était pas encore un investisseur. Et on était vraiment how do you say? We apologized. Ouais, on s'est excusé. On s'est excusé pour la performance. Et après ça c'est la raison pour laquelle mon ancien cofondateur a été incroyable. Il a dit, quand on est sorti, il a dit, c'est complètement ridicule. Je ne vais jamais être dans une position comme ça. Demain, on va changer complètement notre approche et on va faire complètement différente. Et le prochain jour, on était avec un investisseur très connu, Tim Draper, qui a donné d'argent à Elon Musk première fois. Ah ouais? Ah oui, bien sûr, pour lancer Tesla, SpaceX, you name it. Et en fait, on a complètement changé l'approche. On a dit, oui, le train est en train de partir à la station. On est en train de grandir. Ça, c'est la raison pour laquelle on va gagner. Et vraiment, à la fin de notre rencontre, il a pris son checkbook et il a écrit $50,000 vraiment on the spot, comme ça. Et c'est rigolo parce qu'on a eu ce type d'expérience complètement horrible. Et vraiment, le prochain rendez-vous, on a tout changé. Ça, c'est une raison pourquoi une deuxième personne est hyper importante. Et à la fin, Tom, il a décidé d'investir. On a devenu des amis. Et je lui ai dit, à un point, il m'a demandé des feedbacks, comment il peut être mieux à son métier. Et je lui ai dit, tu as besoin vraiment de changer le canapé parce que la différence des niveaux est différente. Et dans l'instant, il a dit à son, pas associé, mais assistant, tu as besoin de commander un nouveau canapé maintenant. Et juste, c'est vraiment rigolo comment ça marche. C'est intéressant. Ce que tu me dis, c'est que la physionomie du bureau était telle qu'en fait, tu étais dans une position inférieure et que ça vous a mis dans un mindset où vous n'étiez pas bien. Et ça vous a amené à vous excuser alors que vous n'aviez pas à vous excuser. Exactement. Ah ouais, c'est fou ça. C'est hyper drôle comment ça marche. Et il a failli manquer un super deal à cause de ce canapé. Oui, il a fait un super deal et il a fait plein des autres super deals aussi. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que Tom il est revenu? Parce que ce rendez-vous-là avec Tom, le premier, il s'est super mal passé. Pourquoi il a investi à la fin? Oui, ça c'est juste mon point de vue. Il n'était pas une réussite. Mais il est hyper intelligent et il fait d'investissements dans les marketplace businesses souvent. Donc peut-être il a vu quelque chose bien avec l'entreprise. Il a parlé avec Sam, le mec des Match.com. Et je suis sûr qu'ils ont discuté le rendez-vous. D'accord. Je suis sûr que Sam a dit, tu devrais parler avec eux une autre fois ou quelque chose comme ça. Et aussi, il est différent parce qu'il est allemand et ça, c'est une culture différente. Il est un peu plus introverti et aussi, juste son présence physique était un peu intimidating. Intimidant. Et ça peut être aussi juste mon interprétation. Non, mais je pense que c'est intéressant ce que tu me dis sur Tom, qui est un investisseur allemand. Je l'ai entendu de d'autres investisseurs allemands. Ils sont very precise, précis and picky on the numbers. Donc, où là je fais déjà beaucoup de franglais, mais où vraiment t'as des chiffres qui sont clairs, tu les maîtrises, tout va bien dans le bon sens et c'est ok. Ou il y a des trous dans la raquette et à ce moment-là ils vont appuyer dessus et ça va faire mal quoi, et on va se sentir tellement nul qu'on peut être amené à... Et je pense que c'est un trait qu'on retrouve beaucoup chez les investisseurs allemands, ce côté très précis. Strict, précis. Très strict, mais et c'est pas une critique, mais c'est aussi la raison que Tom a fait un grand impact dans le business, par exemple. Je me souviens, on a eu besoin de trouver quelqu'un pour le rôle des marketing, des chefs des marketing. Et c'était Tom qui a dit,
il faut que tu cherches un mec qui est une personne qui est un ROI-based marketer. Okay. Un marketeur des ROI. Ouais. Quelqu'un qui peut essayer plusieurs chaînes différentes, qui peut voir ça coûte combien. Ici, on va recevoir combien pour le lifetime value. Ouais. Et vraiment, la personne on a embauché means to hire. Ouais, right? tout à fait. On a embauché, c'est un mec qui s'appelle Ilan Mosbacher. Ilan, dans son LinkedIn profil, il disait ROI-based marketer. Il était une seule personne qui a complètement changé la direction pour notre compagnie. Okay. C'était Tom qui savait exactement la personne qu'on a eu besoin de chercher. Ouais, ça c'est génial. Et Ilan est juste un homme magnifique. Et on a des très grands potes aujourd'hui. Ok, c'est intéressant. Ma question d'après, c'était le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Donc ça, je comprends que ça, c'est un conseil de Tom qui a été essentiel pour le développement de la boîte. Ouais, mais c'était un autre conseil qui était plus important dans ma vie en général. Le board member Sam des Match.com, il m'a dit, il faut être dans une position d'avoir de la chance. Ok. Put yourself in a position to be lucky. Ok. Et le plus que je pense de ça, le plus fort je réalise, c'est le conseil. Ok. Ça veut dire quoi pour toi? C'est vraiment comme si tu es en train de jouer des baskets, tu veux être peut-être presque you want to be under the net, you want to be in the place where the ball is going. Ooh. Ouais. Tu veux être à l'endroit où la balle va aller, quoi. Ouais. Exactement. Et peut-être je vais changer en anglais pour ça. Vas-y, let's switch to English. No problem. Juste mes mots pour ça. But to put yourself in a place to be lucky means that you want to be in a place where something big can happen. Maybe it's you want to work with somebody that you think is just the best in the world. You don't know why. This person is just exceptional. Yeah. Like when I went down to Texas, I found this person. He is one of my absolute best friends. We invested in real estate together, and I realized when the markets were melting down in 2020, billionaires were calling him from all over the world asking, what should I do with my money? And I knew that this guy was really, really good. And just because we had such a good friendship and we had just worked together really well, we decided to launch a startup together that's now doing exceptionally well. And so I put myself in a position just by being friends with him, and we decided to go into business together. That morphed and that became a completely different avenue of my life. Et la raison que je peux investir dans les sociétés ici en France aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il m'a expliqué comment on peut trouver des dettes, comment le monde des investissements marche et des choses comme ça. C'était 4 ans avec l'investisseur le plus intelligent que j'ai rencontré dans ma vie, et je connais plein des investisseurs aussi. Et j'étais dans une position de réussir. To be lucky. Ouais, je comprends. Crazy. Ouais, ok. Là, en l'occurrence, c'est intéressant. Et il y a une logique qui est juste, tu vois, s'entourer des meilleures personnes. Just be friends with people. Et en fait... But also d'être dans une position to have luck, ça veut dire que de temps en temps, tu as besoin de prendre des risques. Ouais. Par exemple, j'ai rencontré mon associé ici, Com, avec Horizon H en France. Et après la première fois que je l'ai rencontré, j'étais hyper, pas stressant, mais j'étais vraiment inconfortable après le rencontrer pour la première fois, parce que son vision de la future était vraiment claire. Il savait vraiment la direction qu'il voulait... dans laquelle il voulait aller. Dans laquelle il voulait aller. Ouais. Et pour moi, il était vraiment confiant en soi-même. Et je me suis dit, il y a quelque chose de ce mec. La raison pour laquelle je suis inconfortable, c'est à cause de la fait qu'il va réussir. Et en fait, on a commencé en relation, et on a devenu des potes. On a lancé une société ensemble. Et ça a créé l'opportunité pour moi d'acheter des sociétés en France. Super. Ok. Fou, complètement fou. Donc en vrai, c'est aller
se mettre dans des nouvelles situations, dans des nouveaux contextes où tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter. Et après... at some point, you have to take a risk. Ouais, c'est ça. Et après, tu vas ou tu vas pas. Risque. Eh ouais, on est d'accord. Ouais. Et on est d'accord. Il y a des ups and downs. Ups and downs. C'est toujours une montagne russe. Ouais. Bravo. de roller coaster. Est-ce que t'es vraiment, on va dire en anglais, people person, tu vois peut-être comme toi. Ouais, un petit peu. On se retrouve là-dessus. Est-ce que c'est qui la personne qui t'inspire le plus dans le monde, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? The Governator, Arnold Schwarzenegger. C'est vrai? J'adore ce mec. C'est vrai? Oui. Oh, bien sûr, il est vraiment le visage le rêve américain. OK. Il est venu des pauvretés au milieu de nulle part. Mm-hmm. Il est devenu un championnat des bodybuilding. Il a réinventé soi-même. Ouais, il s'est réinventé. Ouais, c'est un délire. 3 fois. Ouais. Il était le bodybuilding acteur le plus connu, et après le gouverneur qui a changé Californie pour le meilleur, et après ils ont tombé un peu, mais il a pour quelqu'un qui est né à l'étranger. Ouais. Il avait la position le plus haut dans le gouvernement qui c'est possible. C'est vraiment le gouverneur de Californie. Bien sûr. C'est impossible pour eux, c'est interdit pour lui d'être président des États-Unis. Ouais, parce qu'il n'est pas né aux US. Il avait l'opportunité. Il l'aurait fait, bien sûr, c'était évident. Exactement. Et il serait devenu président des États-Unis. C'est quasi. Enfin, en tout cas, on peut vraiment penser qu'il avait tout ce qu'il fallait pour le devenir s'il était né aux États-Unis. Exactement. Et juste, il ne fait pas des excuses. Il travaille très, très dur. Il prend des risques. Juste, il est exceptionnel. Ouais. Et les Américains... c'est lui, et peut-être j'adore aussi Charlie Munger qui est mort récemment, mais les deux sont différents. Pour moi, c'est vraiment Arnold. C'est intéressant, il y a un reportage sur Netflix sur Arnold Schwarzenegger qui est absolument génial. Ouais. Et ce que tu me disais, c'est qu'il y a un nouveau livre qui est sorti également et que tu conseilles de lire, quoi. Oh, le livre est 10 fois mieux. Parce que c'est Arnold qui est le orateur. Ok, sur les livres audio, ouais. Exactement. Et ça, c'est vraiment... C'est un livre inspirationnel. C'est vraiment juste get off your ass and do something. C'est incroyable. C'est 10 heures d'entendre Arnold et son histoire. Okay. Incroyable. Ok. Tu les écoutes quand, les livres audio? C'est intéressant. Moi, j'ai toujours cette question dans le podcast. C'est facile. Mais livres audio, je ne sais pas à quel moment de la journée l'écouter. Avant de dormir, en début de journée? Oh, pour moi, j'adore juste des marchés. Je ne peux pas m'asseoir dans une place tous les jours. Je suis un entrepreneur. J'ai besoin de faire quelque chose toujours. Donc, normalement, je marche pendant des heures. Et quand je suis en vélo, je marche. Je fais des randos. Je suis en train d'entendre quelque chose. Ah ouais, je confirme. Hein. Si vous avez envie de rencontrer Jérémy, il faut être prêt à marcher. Exactement. Oui, on a fait on a déjà marché ensemble. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment américain de faire ça. On va faire un rendez-vous des marchés. OK, pourquoi pas. Mais les meilleurs entrepreneurs, ils disent la même chose. Steve Jobs, aussi Bill Gates, ils ont fait des randos et des petites marches, juste des pensées. Et je trouve que c'est vraiment le même pour moi. Je ne peux pas m'asseoir et vraiment lire un livre, mais je peux vraiment marcher pendant des heures et apprendre. Le dernier sujet que je voudrais aborder avec toi dans ce podcast aujourd'hui, c'est les différences entre la France et les États-Unis. On en a déjà pas mal parlé. Oh, oui, c'est vraiment simple. La France, la nourriture est beaucoup plus élevée. Et les États-Unis... Non, on est d'accord. Il y a le barbecue. Ouais. Oui, on a le barbecue qui est bon, mais pas comme la nourriture en France. Tu dirais que c'est plus simple d'être entrepreneur aux États-Unis? Plus simple? Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Ok. En quoi c'est plus simple d'être entrepreneur aux États-Unis par rapport à la France, selon toi encore? Enfin... Selon moi, il y a plus d'argent. Ouais. Il y a plus de monde qui sont lancés des entreprises. Il y a plus de... Ça, c'est quelque chose qui est hyper important qu'on ne discute pas assez. Toute l'information qui est à l'écrit ou à l'oral, c'est en anglais. Et si tu veux apprendre les meilleurs marketeurs, les meilleures personnes de go-to-market, les meilleurs développeurs,
si tu es déjà là-bas en anglais. Ouais. Donc, Et potentiellement, tu peux même les rencontrer, quoi. Exactement. Si tu es à San Francisco, ils vont répondre. Et c'est vraiment... ils sont vraiment basés dans certains hotspots. Donc, c'est possible de rencontrer 10 de ce type de personnes dans une semaine, si tu veux. Aussi, il y a un niveau de capitaux qui est différent. Aux États-Unis, on est plus riche et notre niveau des risques est différent. Ouais. Pour nous, de prendre des risques et de ne pas réussir, c'est pas grave. La prochaine question, c'est quand vous allez lancer le prochain business et est-ce que je peux investir avec toi? Et tous ces trucs sont différents. Et aussi, juste le marché en général est beaucoup plus grand. Ouais, on est d'accord. On a 330 millions du monde qui sont beaucoup plus homogénés. C'est que là, la même langue, la même culture, la même monnaie, the same currency. Donc, c'est... Exactement. Et juste la structure et aussi notre système. En France, c'est le niveau des taux est un peu plus élevé. Ouais. C'est mal vu de temps en temps d'être entrepreneur ou d'être riche. Et ça, c'est une raison que j'aime bien être dans ce type de podcast. Je veux changer le point de vue d'être entrepreneur et la mentalité des Français. Parce que quand on va réussir, ça crée des opportunités pour les autres. Et une des choses qui est triste, on a plein des investisseurs français qui décident de quitter la France, de lancer leurs entreprises aux US. Et c'est la France qui manque leurs énergies et leurs opportunités qu'ils peuvent créer ici pour les autres. Et ça commence avec la culture et la mentalité et comment ils sont vus dans les yeux des autres. Dans la société. Alors, une question, je pense que beaucoup des auditeurs meurent d'envie de te poser. Est-ce qu'aux États-Unis, on lève sur un PowerPoint ou est-ce que c'est un mythe? Si j'ai juste une idée et un PowerPoint, est-ce que je lève de l'argent aux US ou non? On peut lever de l'argent juste avec un texte. Ah ouais? C'est complètement fou. Non, oui. Pour certaines personnes, oui. J'imagine que je peux envoyer plusieurs textos et lever un peu d'argent de certains gens. Mais non, en fait, la vérité, c'est oui, c'est possible de lever juste avec un PowerPoint. Je l'ai fait récemment avec mon dernière société VC-backed qui s'appelle Equi. On a levé 5 millions. On a un pre-money de 33 millions de dollars en 2021 juste avec un PowerPoint. Juste avec... T'étais un repeat entrepreneur. On était en équipe de 3. On avait un grand réseau. On a déjà eu des réussites. On avait un business vraiment sexy à cette époque-là. Et c'était plus ou moins facile pour le faire. Aujourd'hui, c'est différent. Ça dépend. Si on est dans une période où le taux d'intérêt est bas, quand l'argent est gratuit, je vous conseille... Vous devrez l'en prendre. Ouais. Dans des périodes comme maintenant, c'est plus dur. Ça, c'est la raison. De temps en temps, que put yourself in a position to be lucky, sometimes you got to grab the money. Ouais. And that's what we did. Dernière question de cette interview. Avec Horizon H, vous allez racheter des boîtes françaises pour les développer aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce qui empêche, selon toi, les entrepreneurs français de se développer à l'international et aux États-Unis en particulier et de lever aux US? Qu'est-ce qui aujourd'hui les empêche de le faire? C'est une bonne question. Est-ce que c'est... La première, c'est leur désir de déménager aux US. C'est presque impossible juste de rester en France et de faire tout ça aux États-Unis parce que le profil des gens pour embaucher, c'est différent. Le coût est différent, la culture est différente. Il faut vraiment être là-bas pour le faire. Ça, c'est un. Et ça, on peut faire ça de n'importe où aux États-Unis. Ça peut être New York, ça peut être Austin, ça peut être Chicago, ça peut être la Californie. Non. Pas nécessairement. Il y a certains endroits qui sont mieux qu'aux autres. Vraiment, Silicon Valley, chaque personne dans le coffee shop, dans le café, ils sont en train de travailler dans leur start-up. Et vous pouvez trouver des gens qui étaient en partie d'une compagnie des trillions de dollars, par exemple. Ou des gens qui ont lancé plusieurs licornes
comme ça. San Francisco est vraiment le centre aujourd'hui pour ça. Et Austin, New York, LA, c'est pas proche. San Francisco est encore le centre du monde pour ça. C'est pas vraiment mon style là-bas, mais ça, c'est un endroit où, pour les tech startups, tu peux vraiment réussir. Mais pour certaines industries, par exemple, si tu es dans le monde des fintech, peut-être New York est mieux. Si tu veux faire quelque chose dans le monde des PropTech, peut-être Texas, où on est en train de grandir et on est en train de construire des bâtiments. Peut-être ça, c'est mieux. Ça dépend vraiment le type de business que tu es en train de créer. OK. 1, être prêt à déménager aux US. 2, c'est prêt à... Pourquoi la question, c'est qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs français de se développer aux US? Le niveau des growth capital, j'ai l'impression ici en France que c'est possible de trouver un peu de seed capital, mais il y a un manque de growth capital ici. Au-delà de la série B, il manque de capital. Aussi, c'est la langue. Parce que les Français, ils décident, on va commencer en France. Et ils créent les sociétés pour un marché qui est vraiment différent que le reste. Pour les compagnies qui sont basées à Israël, par exemple, ils commencent leur business avec la mentalité, on va prendre le marché américain. Et leur culture est beaucoup plus proche avec les Américains en général. Et je pense que la mentalité est de décider au début, on va avoir un business qui est 100% en anglais et on va créer des produits pour le marché américain aujourd'hui et je vais déménager là-bas. Ça, c'est où je peux trouver plus de capital et des talents aussi. C'est ce truc, think big from the beginning. Think big from the beginning. Et ça, c'est la raison avec, ça c'est pourquoi avec Horizon H, on cherche des sociétés pour acheter. Et la raison, c'est il y a des gens un peu plus âgés qui ont déjà la famille ici en France. Ils sont contents. Mais d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui peut les emmener vraiment dans un instant aux États-Unis, ça, c'est une valeur ajoutée qui est différente. Parce que je ne suis pas un Français qui a déménagé aux US. Je suis un Américain qui a grandi, passé toute ma vie là-bas. J'ai vécu dans 4 villes différentes. J'ai lancé des startups et des sociétés là-bas. Et ça, c'est tout mon réseau est là-bas. Et je connais comment ça marche. Et en fait, j'ai un pied qui est aussi en France. Je connais un peu la culture. Je parle la langue un peu. Pas mal. Ouais, pas mal, mais c'est pas couramment comme toi. Je fais des fautes plus ou moins tout le temps. Mais je suis un peu différent. OK. Génial. Jérémy, et du coup, là, c'est vraiment la dernière question. Est-ce que tu as des shout-outs à passer à tes investisseurs, ces multiples investisseurs que tu as rencontrés, qui t'ont accompagné tout au long de ton aventure entrepreneuriale? Ah oui, the shout-outs, c'est pour Tom, eVentures, incroyable, Sam Yegan, Corazon Capital à Chicago, Stuart Larkins, Chicago Ventures, est exceptionnel. Ils ont tout m'aidé dans le processus. Il y a un groupe des investisseurs at Montage Ventures that are fantastique. So, il y a des gens qui ont beaucoup... Et il y a des gens comme Alan Lev qui m'a enseigné comment investir dans les immeubles, qui est un très proche ami et mentor de moi. Ouais. Okay. Et Larry Kaplan aussi, qui était l'ancien PDG de Navtech, qui était un concurrent de Google Maps. Il m'a enseigné beaucoup de choses aussi. Merci beaucoup, Jérémy, pour cet échange. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Super, merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre.
Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Find Out.